De nos jours, quand on parle de la Peugeot 406, la plupart des gens pensent avant tout au coupé. Rien de surprenant, dès son apparition, le dérivé deux portes dessiné et assemblé par Pininfarina a rassemblé à peu près tous les suffrages et fait figure de futur classique, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Cependant, quand une gamme propose une carrosserie aussi désirable, les autres variantes se retrouvent fréquemment promises à la pénombre et même à l'oubli. Pourtant, la berline et le break, forcément plus populaires dans l'esprit, n'ont pas exclusivement reçu des motorisations soporifiques à vocation utilitaire. D'où le titre de cette vidéo qui, j'en suis sûr, va certainement provoquer quelques ricanements, voire même des protestations. Mais le moment est venu de préserver les dernières survivantes encore intactes d'une génération aux nombreux mérites. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de vous parler de la 406, cette BMW à la française, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la nouvelle chaîne Vintage Drivers. Vous trouverez le lien dans la description, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo également. Vous pourrez découvrir des essais de voitures plus ou moins connues et plus ou moins communistes, on va dire. Et puis surtout, je suis mieux rasé et mieux coiffé sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et parlons maintenant de la 406. À l'automne de 1995, celle que beaucoup de journalistes attendaient sous l'appellation 506 fait ses premiers pas. Et en dépit des dimensions en sensible augmentation par rapport à la 405, les responsables du projet choisissent de perpétuer la série des 400. Sans doute pour ne pas faire trop d'ombre à la 605, qui était déjà suffisamment catastrophique au niveau des ventes, donc inutile d'en rajouter. Dans un premier temps, la 406 se présente sous la forme d'une berline 3 volumes aux proportions classiques et qui reprend dans les grandes lignes les mêmes thématiques que la 405. Pour le design, on fait confiance au bureau de style interne dirigé par Gérard Welter, et ce dernier tente un coup de poker le 27 février 1991. Au moment de présenter les orientations stylistiques, il propose 3 maquettes. 2 d'entre elles correspondent parfaitement au cahier des charges, avec un habitacle vaste, mais semble un peu fade, tandis que la troisième, celle qui est à gauche sur la photo, au profil plus bas et au porte-à-faux plus court, offre un profil plus sportif. Or, c'est cette maquette qui tape dans l'œil de Roland Peugeot et qui servira de base pour la future 406, qui sera signée par Laurent Rossi. Même si la maquette d'origine avait un typage sportif encore plus prononcé, la voiture définitive semble mieux assise sur la route que la 405. Elle parvient à incarner une certaine robustesse, mais sans renoncer à la latinité de ses proportions. Le meilleur des deux mondes en somme, une sorte de compromis entre la solidité germanique et le charme latin davantage associé aux voitures italiennes ou françaises. Toujours est-il que la nouvelle familiale du Lion va très vite connaître un grand succès, dû non seulement à son design, mais aussi à des qualités routières de référence qui, aujourd'hui encore, n'ont pas vraiment vieilli. Et comme souvent, le châssis apparaît surdimensionné lorsqu'il est combiné aux petites mécaniques d'entrée de gamme, principalement destinées aux professionnels ou aux particuliers, avant tout soucieux de préserver leur budget. Néanmoins, Peugeot ne va pas se contenter de son petit 2 litres 4 cylindres de 135 chevaux qu'on trouve en haut de gamme très provisoirement et qui en plus dans la 406 ne délivre que des performances très moyennes. C'est ainsi que dès le millésime 1997, 2 autres moteurs vont servir de locomotive. Et comme les constructeurs allemands l'ont compris depuis belle lurette, il ne s'agit pas de faire de grands volumes de vente, mais plutôt de renforcer l'image d'une marque. Et en premier lieu, on assiste donc à l'apparition de la 406 Turbo. Ne disposant que de 2 soupapes par cylindre, l'auto s'inscrit sans ambiguïté dans la catégorie des turbos basse pression, dont le propos ne consiste pas à aller chercher la puissance pure, mais à afficher la courbe la plus plate possible. Et avec 150 chevaux à 5300 tours minute, on ne peut pas dire que la progression soit très fulgurante par rapport à la version 2 litres classique. Mais en revanche, le couple transfigure totalement la 406. On passe de 187 Nm de couple à 4200 tours minute, à 245 Nm à 2500 tours minute. Et ça change tout.
En gros, cette version se destine aux feignants qui n'ont pas envie de triturer le levier de vitesse toutes les 5 minutes et qui aiment repartir en quatrième à 30 km/h. Alors naturellement, les grincheux ne loupent pas l'occasion de faire remarquer que même si la 406 Turbo dispense un agrément de conduite très convaincant et des performances dignes d'une 320i, son moteur n'est rien d'autre qu'un cache-misère destiné à compenser l'incapacité de Peugeot à combler le gouffre existant entre les petits moteurs et le V6 3 litres qui s'apprête à entrer en scène. En effet, contrairement à BMW, Mercedes ou Alfa Romeo, Peugeot ne dispose pas d'un 6 cylindres dans la gamme des 150-170 chevaux. Et à l'époque, c'est une grosse lacune pour une marque qui veut monter en gamme. Toutefois, la consommation du 2 litres est bien celle d'un 6 cylindres, et c'est sans doute ce qui explique la courte durée de vie de cette variante qui ne survivra pas au restylage intervenu en 1999, restylage qui fut confié à Pininfarina pour la partie avant et à Eliez pour l'arrière. La version turbo se voit de surcroît éclipsée par l'irruption du V6 au Mondial de Paris de 96. L'arrivée d'un nouveau V6 français, c'est un événement à peine plus fréquent qu'un nouvel album de Laurent Voulzy. Et on comprend donc l'émoi que suscite l'apparition du successeur du vénérable PRV. Réservé depuis 1975 aux routières de type 604 et 605, le V6 descend pour la première fois en gamme et à l'encontre de son prédécesseur, il offre des valeurs tout à fait respectables et ses 194 chevaux rivalisent sans peine avec les 328i ou ses 280 contemporaines, sans parler de l'imminente Alfa 156 qui ne va plus tarder à restaurer la crédibilité du Biscione dans ce segment aussi étroit que prestigieux. Et je le dis, la 406 V6 est sans aucun doute l'une des meilleures berlines françaises de l'après-guerre. S'il ne bouscule aucune référence en termes de puissance, son V6 lui assure des performances d'un excellent niveau, tandis que les trains roulants témoignent du savoir-faire de l'ingénierie sochalienne. Elle n'est pas plus souvireuse qu'une très bonne propulsion et la 406 respecte la tradition maison, avec un train arrière à peine moins mobile que celui d'une 405. On peut bien sûr la mener d'une façon très tranquille, ce que feront d'ailleurs l'immense majorité des utilisateurs de 406, mais pour ceux qui aiment piloter, elle ne demande qu'une chose, être bousculée. Et elle demande même un certain talent pour pouvoir être exploitée jusqu'à ses limites. Autant dire que la marge de sécurité est considérable pour le conducteur moyen. La voiture est également très à l'aise sur l'autoroute, son insonorisation n'ayant plus rien à voir avec les beuglements mécaniques dont se souviennent très certainement certains possesseurs de 405. Proposé en plus dans une finition SVE comportant une sellerie cuir d'excellente qualité et malheureusement de la ronce de plastique à peine moins atroce que ceux d'une Ford Mondeo, la 406 V6, proposée aussi bien en berline, en break ou en coupé, est passée à côté de sa carrière. Elle n'aura évolué que timidement en recevant en 2000 une évolution confiée au bureau d'études Porsche avec un calage variable des arbres à cames d'admission, la puissance passant pour l'occasion à 210 chevaux. Et avec ce moteur, la 406 atteint un équilibre réjouissant que Peugeot n'atteindra plus jamais, ni sur une 407 alourdie, ni sur une 508 tout bonnement privée de V6. Mais parlons maintenant du chef-d'œuvre que l'on doit à Pininfarina, la 406 coupé. Il y a chez elle quelque chose de Ferrari 456 GT. En plus fin, la ligne est pourtant très typée Peugeot, c'est en quelque sorte une symbiose parfaite entre l'Italie et la France. Et après quelques études de style, dont une qui ressemble beaucoup pour la face avant à la Maserati Quattroporte 5, qui sortira 10 ans après. En automobile, rien ne se perd, tout se transforme. Et quelque temps après le concept Toscana, présenté en 1996, la 406 coupé fut révélée au Mondial de Paris la même année et rencontre immédiatement le succès. L'enthousiasme du public valide donc le contrat déjà ambitieux signé avec Pininfarina qui se chargera de la construction. Objectif 70 000 exemplaires et il en sera fabriqué finalement 107 631 précisément entre 1997 et 2004. C'est dire le succès, car sur ce segment du coupé 4 places, les volumes sont rarement aussi importants. Et dès le lancement, le coupé est proposé en deux motorisations, soit le 2 litres avec 135 petits chevaux, soit le V6 de 194 chevaux, qui gagnera donc 16 chevaux supplémentaires en 2000. Et comme la berline, son châssis et ses trains roulants lui confèrent une tenue de route exceptionnelle,
En 2001, on trouve un moteur de tracteur, un 2 litres de HDI qui vient prendre place sous le capot, et en 2002, le 2 litres essence est remplacé par un 2 litres 2 de 160 chevaux. Le restylage de 2003 annonce la fin du coupé 406 qui sera remplacé en 2004 par le coupé 407, au style plus lourd et pour tout dire, moins réussi. Mais ça c'est pour parler poliment parce que clairement elle n'est pas réussie du tout. C'est 407 coupé, c'est red flag, pas possible. Alors attention, malgré ses puissances respectables, la 406 coupé n'est pas du tout une sportive, c'est plutôt un coupé bourgeois type GT dans la lignée des 504 coupés. En plus, elle est plutôt bien équipée, même si elle pêche un peu par sa finition intérieure. Et oui, c'est une voiture française des années 90, mais malgré tout, elle est très fiable. Et on trouve encore pas mal de 406 coupés à vendre, mais les prix commencent quand même un petit peu à monter. Et à contrario, à l'heure actuelle, les 406 berlines et break commencent à se raréfier sérieusement. Et il devient d'autant plus difficile de trouver une turbo, une V6 ou une 2 litres 2 en bon état. Ce sont des machines bien construites et sérieusement conçues, mais comme pour n'importe quelle voiture, le fait de tomber entre des mains négligentes a pu les mener au pire. D'autant que leur entretien n'est pas coûteux, hormis le remplacement de la courroie de distribution sur le 6 cylindres, mais le coût des pièces d'usure dans l'ensemble est raisonnable. Et la valeur aujourd'hui des berlines et des breaks reste très raisonnable, c'est donc l'un des meilleurs rapports prix-plaisir. Mais c'est l'avantage des modèles qui sont dans le creux de la vague, d'autant que la 406 coupé a un petit peu occulté les versions berlines et break. Alors certes, les 406 n'ont pas le charisme d'une série 3, et encore, et elles n'intéressent qu'une poignée d'amateurs éclairés, mais le jour où les autres se réveilleront, eh bien, il sera trop tard. Alors à vous d'en profiter pendant qu'il est encore temps. Je dis ça, je dis rien. Et si vous aussi vous avez envie d'acheter une 406 après avoir vu cette vidéo, je vous rassure, j'ai moi aussi envie d'acheter une 406 après avoir fait cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, justement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche des notifications, à commenter et à partager. Oui, ça fait pas mal de choses, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir, et rejoignez-moi également sur la chaîne Vintage Drivers, vous avez les liens juste en dessous, dans la description, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo, ou encore sur Instagram, il y a tout ce qu'il faut juste en dessous aussi. Merci à tous, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!